Bonjour. Bonjour Luc Massard. Puis-je vous demander de retracer votre parcours à l'ULB dans la période que vous estimez positive et démocratique? Effectivement, moi je suis rentré en mars 68 à l'université, donc je n'ai pas vraiment la connaissance de ce qui se passait avant, mais j'ai eu la chance d'avoir papa qui était à l'université à ce moment-là et qui était menuisier ébéniste et qui était depuis quelques années et qui m'avait expliqué que l'université était assez paternaliste et familiale et que donc l'ambiance y était agréable. Et effectivement, quand je suis rentré, c'était attrayant, c'était une bonne ambiance. Et j'étais surpris moi-même, très rapidement, de la révolution de 68, où on disait que les autorités étaient des gens qui étaient très autoritaires. Ce n'était pas de la sensation que j'avais eue, mais enfin, c'était ce qui était revendiqué à ce moment-là. Il y avait une assemblée libre qui était totalement libre, parce qu'on discutait pendant des heures et des heures sur des points où il n'y avait jamais de concrétisation. Mais en parallèle, tu avais des réunions syndicales qui étaient déjà un peu plus constructives. Et puis ce qui m'a étonné le plus, c'est quand j'ai pu assister à 2, 3 assemblées du corps enseignant. Le but de ces assemblées, c'était de réussir à faire rentrer le corps enseignant en force dans le conseil d'administration, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, c'était plutôt des membres des financiers, des économistes, des banquiers et des hommes politiques qui se trouvaient au conseil d'administration et qui avaient uniquement les présidents de faculté qui y siégeaient, mais aucune représentation du personnel enseignant. Pour ce faire, bien entendu, ils ont dû négocier avec les 3 autres corps de l'université. On a créé ce qu'on appelait une constituante. La négociation a débuté d'une façon tout à fait paritaire, un quart, un quart, un quart pour chacun, sauf pour le personnel administratif, où c'était déjà qu'un petit quart. Mais après de grandes négociations avec le corps enseignant, ils ont réussi, au moment où on a mis en place le conseil d'administration, à avoir la moitié des sièges, et les 3 autres corps ont dû se contenter de l'autre moitié des sièges. Et c'est comme ça qu'a démarré la nouvelle structure de l'université. Et c'est vrai que ce qui est assez comique, c'est que nous avions avant, et on disait toujours, des grands gestionnaires issus de Solvay, mais c'est au moment où le conseil d'administration démocratique et participatif qui s'est mis en place que d'énormes mesures de restriction ont dû se faire, parce que les finances de l'université étaient en difficulté, et il y a même eu des difficultés d'engagement nouveau, et c'est ce conseil d'administration qui aujourd'hui est terriblement critiqué parce que c'est une démocratie participative, qui a été efficient et qui a pris des mesures, ça s'appelait d'ailleurs le comité de l'âge, qui a pris des mesures drastiques et qui ont abouti. Mais pourquoi elles ont abouti? Parce que tous les corps de l'institution participaient à ce conseil d'administration. Et donc, tout le monde semblait entendre que c'était légitime, puisque tous les membres du conseil d'administration prenaient cette décision. Mais c'est vraiment ce conseil démocratique qui a assaini les finances de l'université. Et puis c'est vrai que c'était toute une ambiance, parce que je présidais aux destinées d'une maison de jeunes qui était en difficulté parce qu'elle n'avait pas de locaux. Et c'est comme ça qu'en 74, comme invité pour les activités extérieures, je suis rentré avec l'accord de la commission culturelle au sein de cette commission, mais comme consultant uniquement. Et dès 76, là c'est le personnel qui m'a demandé de le représenter à cette commission culturelle, et j'y participe toujours bien des années plus tard, et je reste actif dans cette commission parce que ça m'a toujours passionné. L'année charnière pour moi c'est 1980, parce qu'à cette époque-là, non seulement je change de job à l'université, mais je m'implique vraiment totalement dans la gestion participative de l'université. Et d'ailleurs, dès 82, je suis élu pour la première fois au sein du conseil d'administration, ce qui permettra de rentrer dans ce qu'on appelle l'interfacultaire, qui est un groupe de travail où se réunissent tous les élus étudiants, de membres du personnel administratif, technique et de gestion, et le corps scientifique. Et c'est dans ce groupe qu'on prépare les conseils d'administration et tous les points qui sont à l'ordre du jour. Et
comme nous sommes nombreux, nous avons l'opportunité d'avoir chaque fois un membre de l'interfacultaire qui avait la capacité d'expliquer chaque point à l'ordre du jour. Et souvent, en plus, nous avions dans nos membres des personnes qui avaient mis des points à l'ordre du jour du conseil d'administration et qui nous expliquaient les raisons, sa motivation pour faire changer les choses. Et effectivement, si les membres du groupe de travail trouvaient que le projet était intéressant et qui demandaient quelques améliorations ou quelques amendements, dès ce moment-là, si on aboutissait à un accord en interfacultaire, le projet était proposé au conseil d'administration avec des interventions des autres corps pour donner un poids supérieur au dossier au sein du conseil d'administration. Et il faut admettre que quand ce dossier était bien présenté au conseil d'administration, il y avait chaque fois l'adhésion de quelques profs qui permettaient que le projet soit passé. C'est vrai que j'ai eu de la chance parce qu'à cette époque-là, le président de l'interfacultaire était un jeune étudiant qui entamait son premier mandat scientifique et qui s'appelait Éric Remacle, qui malheureusement nous a quittés depuis, mais il avait non seulement la capacité d'une grande rigueur dans l'animation du groupe, et il avait cette capacité aussi de mettre les gens à l'aise, ce qui permettait à tout un chacun de s'exprimer, et donc nous avions une connaissance approfondie de l'ensemble. Vous prétendez à une vision positive de votre parcours à l'ULB, alors que j'ai pu constater, lors du débat Charlie, la liberté d'expression au péril de la vie, que certains sont particulièrement critiques à votre égard. Je vous propose de regarder un extrait de ce débat. Je pense que le choix des intervenants se juge à la pertinence de ceux qui sont évidemment mis à un certain moment dans l'incapacité de s'exprimer et de se défendre, et qu'il faut pouvoir leur tendre le moyen de dire. C'est précisément ce qu'on cherchait à abattre. Enfin, sur la question de Luc Massard. Luc s'est fait une spécialité ces derniers mois, comme depuis des années, depuis qu'on le connaît, depuis des décennies qu'on se connaît, d'être ici le porte-parole de toute façon de ce qui emmerdera l'autorité. C'est ta façon d'être une médaille de Saint-V permanente. Et je le salue. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que tu n'hésites pas régulièrement, quand tu as maille à partir avec l'autorité académique, à faire appel à ceux qui, comme l'Union des Anciens ou d'autres, siègent dans un certain nombre d'instances pour venir défendre et plaider là où, effectivement, on cherche à brimer ta parole. Je trouverais donc un peu particulier que tu cherches aujourd'hui, à travers la représentation de l'Union des Anciens, à faire croire que ceux qui peuvent t'aider de temps en temps seraient devenus les turiféraires de l'interdiction de demain. Mais la question, j'y arrive, monsieur. Ne vous inquiétez pas, vous l'avez posée tous azimuts, je n'aurais pas pu l'y échapper. Les murs du campus et de Facebook me l'ont rapporté à souhait, et je vous félicite pour votre humour. Ceci ressemble plus à une attaque personnelle, et je pense que c'est dû à la question que j'ai posée précédemment, qui a sans doute indisposé Edith Kakelbert. Autant je suis pour le débat des idées, et parfois musclé, ça ne me pose aucun problème, autant je n'apprécie pas qu'on ne respecte pas les personnes. Et ça je le déplore. Mais je voudrais vous rappeler la question que j'avais posée à ce moment. Je le questionnais simplement sur le fait qu'on débattait de la liberté d'expression de Charlie, et je m'inquiétais qu'au sein de notre institution, on avait empêché la sortie d'une médaille satirique qui est celle qui sort chaque année à l'ULB. Edith Kakelbert a répondu en expliquant les raisons pour lesquelles il la contestait dans la lecture qui était la sienne. Et dans la lecture qui était la sienne, je peux même adorer à ce positionnement. Mais je n'adhère pas à certaines satires de Charlie Hebdo. Est-ce pour autant que moi ou quiconque puissions empêcher la sortie de cette médaille? De quel droit? Mais pour revenir à votre question, Edith Kakelbert explique que pendant des années, des décennies, j'ai emmerdé l'université. Concrètement,
j'ai eu l'opportunité d'être élu par le personnel administratif, technique et de gestion au sein du conseil d'administration à 8 reprises, pour 8 mandats. Donc, le personnel administratif reconnaissait, j'espère, une certaine qualité dans la représentation. L'interfacultaire, donc les 3 corps réunis, m'ont élu à sa vice-présidence, m'ont élu à 2 mandats à sa présidence, et alors le conseil d'administration lui-même m'a élu à sa vice-présidence à 2 reprises aussi. Contrairement à ce qui était insinué, j'avais une légitimité. Mais pour moi, ce qui restera le plus surréaliste, c'est que j'informe, et Eddy Kakelberg le dit, j'informe l'Union des anciens étudiants, le bureau des étudiants administrateurs et d'autres organismes qui siègent en commission des affaires sociales étudiantes, qu'on va leur présenter des comptes qui ne sont pas le reflet de la réalité. Il fausser les comptes pour simplement tenter d'occulter le fait que le début de la privatisation des logements était une catastrophe financière. En plus, les autorités ont tenté de m'empêcher de remplir mon mandat politique. À 3 reprises, ils m'ont écrit une lettre recommandée pour tenter de m'empêcher de siéger à cette commission, pour justement expliquer la situation. Et ce qui est surprenant de la part de l'Union des anciens étudiants, je l'entends dans l'extrait que vous venez de me montrer, c'est qu'ils disent que ma parole est brimée, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est la démocratie qui est brimée.